Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où l'on ne met pas de poils pubiens dans nos boissons, on vous promet. Salut, moi c'est Marie et jag pratar lite svenska. Ça veut dire Je parle un peu suédois. En vrai, je parle 3 phrases. J'avais fait 1 mois de suédois, mais après j'ai abandonné. Et moi c'est Anaïs, et si vous sortez avec moi, je peux vous garantir que vous finirez brûlés vifs dans une carcasse d'ours. Waouh, quelle belle promesse. Tu vas attirer tous les gens les plus fucked up. Avec tout ce que tu dis dans ces épisodes. Vous êtes fucked up, appelez-moi. Cette semaine, un épisode un peu spécial qui a été improvisé à la dernière minute. Après avoir regardé Royal Affair sur ton canapé, en gueule de bois, on s'est dit qu'on allait enchaîner avec un deuxième film. Et comme tu venais de voir... Pourtant, tu t'endormais devant Royal Affair, mais dès que ça s'est fini, t'étais partante pour un deuxième. Ouais, c'est ça. Je me suis dit, quel meilleur moyen de se réveiller que de regarder Midsommar. Un très long film où des Suédois font des pique-niques pendant 2h30. Comme on n'avait pas prévu à l'avance de faire ce film, on a enregistré une petite intro à l'arrache sur ton canapé. Je te propose de l'écouter. Marie. Anaïs. On vient de mater un film et on s'est dit qu'on avait envie de mater un autre film. Oui, parce qu'on a la gueule de bois. Exactement. Et on s'est dit que ce serait peut-être le bon moment pour regarder Midsommar. Le problème, c'est qu'on n'a pas enregistré d'intro. Voilà. Qu'est-ce que tu sais de Midsommar ? Je sais que c'est Ari Aster qui a fait le très joyeux et très réjouissant Hérédité. Je sais que c'est avec Florence Pugh qu'elle perd sa mère au tout début du film dans un truc de murder-suicide. Enfin, je crois que quelqu'un tue sa mère et après se suicide. C'est peut-être son frère ou un truc comme ça. Et je sais qu'elle sort avec un mec horrible, qui est vraiment un gros connard, et qui part en vacances en Suède avec ses potes dans un truc, un espèce de festival de Midsommar. Midsommar, j'ai vécu en Suède, donc ça je sais que c'est une fête suédoise pour célébrer le solstice d'été. Et du coup, elle les suit, elle va avec eux, sauf qu'elle est hyper badante parce qu'elle a perdu sa mère, et eux sont vraiment pas sympa avec elle, et d'après ce que j'ai compris, après, je me demande si la secte, c'est pas un truc de femmes qui vont tuer des hommes, ou je sais pas trop quoi, mais en gros, elle va trouver un soutien dans cette secte qui célèbre Midsommar, et elle va pouvoir trucider son mec, ou un truc comme ça. Comme pour Hérédité, t'avais écouté un podcast dessus, donc... Oui, mais même sans ce podcast, c'est vrai que je me souviens de très peu de choses de ce podcast sur Midsommar, mais c'est vrai, ma voisine du dessus est en train de bouger des meubles. Mais même sans le podcast, honnêtement, comme j'avais suivi sa sortie, et que je voulais le voir, mais j'avais un peu peur, mais je voulais le voir parce que l'esthétique suédoise, avec les fleurs et tout ça, enfin c'est un truc que j'adore. J'y suis très sensible, et donc je m'étais quand même pas mal renseignée sur le film, donc je connais quand même pas mal. Il y a une espèce de photo où elle est entourée de fleurs complètement qui circulait vachement sur Twitter à un moment. Ouais. Donc ça a l'air joli. Est-ce que tu penses que ça va te faire peur ? Je crois pas trop. Ouais, moi je pense pas non plus. Ouais. Mais je pense que je vais aimer. Moi je pense que tu vas aimer. J'espère que tu vas aimer. Bon, je vais te montrer l'affiche, tu la connais déjà. Ouais, vas-y. Ah, c'est ça ? D'accord. Que les festivités commencent. Bah ouais, ça a l'air trop cool. C'est un peu païen. Avec sa petite couronne de fleurs, elle est en train de pleurer. Ça a l'air cathartique pour elle. Voilà, c'est bien. Si elle peut trucider quelques hommes. Et du coup, on va regarder Midsommar. Tu sais combien de temps il dure ? 2 heures et quelques. 2h50. C'est pas vrai ? Ouais. À quoi je me suis remarquée. C'est clair. En fait, c'est la Director's Cut qui dure 2h50. Donc, heureusement, il ne durait que 2h30 dans la version qu'on a vue. Franchement, j'ai pas vu le temps passer. Non, mais c'est vrai. On a donc vu Midsommar, qui est un film qui est sorti à l'été 2019, qui a été fait avec 9 millions de dollars. C'est vraiment très très peu, et qui a remporté 48 millions de dollars domestiques aux États-Unis. Pour comparaison, Beau is Afraid, le dernier film de Ari Aster, a été fait avec 35 millions de dollars. Donc il y a vraiment eu un gros bond dans les moyens. Mais ça, c'était après Hérédité, une nouvelle preuve que Ari Aster pouvait faire vraiment des choses extraordinaires avec de tout petits budgets. Et Ari Aster a décrit le film comme un opéra de rupture et aussi comme le magicien d'Oz pour les pervers. Qu'est-ce que t'en as pensé ? J'ai adoré. Trop bien. C'est génial. Comment tu décrirais le film en 3 mots ? Cathartique, ce que j'ai dit d'ailleurs en regardant l'affiche, mais vraiment ça l'était. Lumineux et beau. Pour les personnes qui n'auraient pas vu Midsommar, qui ne connaîtraient pas le film, est-ce que tu peux le résumer en 30 secondes ? Je l'ai déjà résumé dans l'intro en 3 minutes.
C'est l'histoire d'une Américaine qui fait le deuil de ses parents et de sa sœur et de son couple grâce à des Suédois complètement dérangés. C'est ça. T'en as pensé quoi par rapport à Hérédité ? C'est le jour et la nuit, littéralement. Exactement. Hérédité, je voyais ses qualités, mais ça m'avait pas du tout plu. En tout cas, je n'avais pas adhéré au film. Midsommar, vraiment... C'est un feel-good movie, en fait. Je peux le revoir quand vous voulez. D'ailleurs, j'ai pas eu le temps de le revoir pour l'enregistrement, mais j'ai envie de le revoir. Ça va devenir un film de chevet pour toi. C'est ça, c'est un film de Noël. On retrouve les qualités en fait d'Ari Aster de Hérédité, c'est-à-dire qu'il y a une maîtrise visuelle qui est évidente, il y a des plans magnifiques, il y a un intérêt pour la culture païenne aussi assez évident, mais là c'est mis en application sur des thèmes qui me parlent beaucoup plus et d'une manière que j'ai trouvée beaucoup plus satisfaisante et beaucoup plus plaisante aussi. Alors peut-être que certains diront que justement c'est plus facile alors que Hérédité est plus compliqué à regarder, mais moi ça me va. Hérédité est volontairement déplaisant. Enfin, c'est une expérience qui est très déplaisante. Oui. Tu l'avais dit, on voit quand même une petite fille se faire décapiter au bout de 30 minutes. Et Midsommar va complètement à l'opposé de ce que Hérédité a fait, volontairement aussi. C'est un peu l'antithèse du film précédent. Donc c'est vrai que si t'avais pas aimé l'un, je me doutais que t'aimerais l'autre. Et dès le début, Midsommar, c'était celui des deux que je voulais te montrer le plus parce que je me doutais vraiment que ça te plairait beaucoup. Cela dit, c'est pas un des plus horrifiques. Donc c'est vrai aussi que, bon... Oui, clairement. Il y a quand même des hommes qui sont dépecés. Hein. Oui, c'est ça. Mais d'une manière très jolie. Oui, c'est vrai. Non, tout est très esthétique. Moi, ça m'a plu. On va écouter quelques réactions que tu as eues pendant le film. C'est vrai que dès le départ, tu adhérais beaucoup plus. Tu vois, déjà, c'est plus coloré que Hérédité. Il y a plus de couleurs dans ce plan que dans tout le... Moi, je trouve pas ça angoissant, je trouve ça trop cool. Ouais, Je veux faire ça. Ouais, pour moi, c'est un feel-good movie. On est d'accord. Ouais, on est complètement raccord. T'as beaucoup ri pendant le film, ça m'a fait plaisir. C'est vrai, c'est drôle en plus. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est aussi ça qui t'a plu par rapport à Hérédité, même si moi je trouve qu'il y a un petit peu d'humour noir assez appréciable dans Hérédité, Oui. mais là c'est beaucoup plus. On est quasiment dans de la comédie en fait, et il y a un côté plus camp dans Midsommar. C'est marrant parce que là, en repensant au film, je pense pas forcément au moment marrant. Si tu me demandais d'en citer, ça me viendrait pas forcément à l'esprit, mais c'est vrai que je me souviens que j'ai beaucoup ri. Et Hérédité était marrant. Il y avait des moments d'humour noir aussi qui fonctionnaient bien. Le problème, c'est que c'était enterré dans toute une masse de dépression. Mais là, c'est une dépression qui est pas paralysante. Elle l'est au début, mais en fait, justement, elle se débarrasse de cette paralysie de façon très cathartique. Donc, c'est très beau. C'est plutôt construit comme un récit initiatique et un récit d'émancipation féminine. Donc forcément, comment ne pas aimer ça ? Exactement. Et d'ailleurs, tu as rapidement bien saisi cet aspect du film. Ce film, c'est vraiment... ça transformerait n'importe qui en misandre, en fait. Ouais, exactement. Mais je veux juste que les mecs meurent ou souffrent. Et qu'on ait un festival suédois, quoi. C'est tout. Tu as eu tout ce que tu voulais. Oui, c'était très bien. C'est quoi ton rapport au film, toi ? Je me souviens plus si je l'ai découvert en projo presse ou au cinéma, mais en tout cas, je l'ai vu au cinéma contrairement à Hérédité, et ça m'a tellement plu que je suis retournée le voir tout de suite après. J'ai été complètement éblouie par le film. On va en parler tout de suite, mais la scène d'ouverture m'a complètement coupé le souffle. J'avais découvert Hérédité et j'avais été assez séduite par la noirceur du film et le côté très oppressant d'Hérédité. Et quand Midsommar a commencé, j'étais là, waouh, il s'est vraiment surpassé. Il a trouvé un moyen d'être encore plus déprimant. Et après, tout ce qui vient ensuite est tellement surprenant que j'ai été complètement conquise. Et comme toi, je me suis dit que c'était immédiatement en train de devenir un de mes films préférés, ou en tout cas un film que j'avais envie de voir et de revoir, que je trouvais très riche et qui faisait plein de choses que je n'avais jamais vues ailleurs dans des films d'horreur. Et on va en reparler, mais pour moi, c'est ça qui fait vraiment le talent d'Ari Aster, c'est qu'il opère dans un genre que je connais très bien et que j'aime beaucoup, mais il arrive vraiment à faire des choses que j'ai rarement vues dans les autres films d'horreur que j'adore, donc chapeau à lui. On va rentrer dans les détails du film et on commence avec une scène un petit peu angoissante. Un coup de fil de Dani à son mec, qui nous permet de comprendre très rapidement la dynamique entre les deux personnages. Je ne sais pas si tu veux expliquer un petit peu
Dany a reçu un email très inquiétant de sa sœur. On comprend très vite que sa sœur a des gros problèmes de santé mentale et elle est en panique parce qu'elle a peur, elle n'arrive pas à joindre ses parents, donc elle a peur. Sa sœur a dit qu'elle embarquerait ses parents avec elle, donc c'est très inquiétant. Et elle appelle son mec qui est en train de manger dans un fast-food avec ses abrutis d'amis et elle lui dit qu'elle est inquiète. Et tout de suite, en fait, il a ce truc. Ce film est très, très, très bon pour ça. Il saisit totalement le côté un peu nice guy, donc mec sympa, qui dit tout ce qu'il est censé dire, mais en même temps, le fait d'une façon tellement manipulatrice et en masquant un désintérêt total pour le bien-être de sa compagne. How's the sister situation? I've emailed her 3 times and still no response, so I'm getting a little bit nervous. I'm sure it's fine. Yeah, probably. She I does hope this so. every other day, Danny, and only because you let her. Well, I don't let her. She's bipolar, Yeah, so... I know, but you do though, babes. You go straight to crisis mode. Well, she's my sister, and even you said that this email seemed different. Yeah, right, but is it though, really? It's still just another obvious ploy for attention, just like every other panic attack she's given you. Yeah, you're right. On saisit tout de suite le rapport qu'il y a entre eux où elle est dans une angoisse totale de lui plaire et de le perdre. Elle comprend en même temps parce qu'elle sent très bien qu'il est un peu détaché. Elle se décrit elle-même comme une corvée avec lui. Et qu'elle est tout le temps en besoin, en demande et tout ça. Et elle a honte en fait de lui demander de l'aide. On sent qu'elle est gênée. Elle commence tout de suite à lui dire non, est-ce que tu vas passer ? Non, on n'avait pas dit que tu passais, mais on dirait qu'ils sont ensemble depuis 2 mois alors qu'ils sont ensemble depuis des années. Et lui, on sent qu'il en a rien à faire, mais qu'il commence à lui dire non mais t'inquiète pas, pour balayer le problème. En fait, il lui dit t'inquiète pas, c'est sûrement rien, tu la connais, elle fait tout le temps des crises. Et donc, on sent qu'elle se prend elle-même pour une folle et pour quelqu'un qui pèse sur son mec, alors que lui est sympa. Mais en tant que spectatrice extérieure, c'est très clair qu'en fait, elle n'est pas folle du tout et que lui, par contre, est un petit con. Vraiment, on repère tout de suite le type de mec que c'est. Et c'est vrai que Ari Aster a une observation très, très fine. Moi, je pense qu'il comprend très bien les femmes. Et le poids qu'elles subissent au quotidien, les femmes hétérosexuelles, en tout cas. Ce qui est très, très juste dans la description de leur couple, c'est qu'on voit qu'il fait vraiment le strict minimum avec elle. C'est-à-dire qu'il dit tout ce qu'il faut dire, mais il le dit d'une manière qui est tellement saoulée. Ouais, et on le comprend, il y a 3 secondes d'hésitation entre le moment où elle lui pose la question et le moment où il répond, et on entend un peu souffler. Et donc il lui dit, t'inquiète pas, mais il lui dit d'une manière qui est tellement atroce que limite on préférerait qu'il lui raccroche au nez, quoi, et qu'il lui dise, écoute, tu me saoules avec tes histoires de famille. Il y a quelque chose qu'on va voir aussi dans tout son personnage, et tu l'as dit d'ailleurs à un moment, c'est qu'il est très lâche, et donc il refuse totalement la confrontation avec elle, et c'est encore plus rageant de la voir juste patauger, parce que il pourrait très bien avoir une discussion nette et dire que ça fonctionne pas entre eux, mais non, quoi. Lui, il reste parce qu'il veut pas lui faire du mal, et on sent le mec un peu penaud, et elle a tellement peur, et elle a tellement peur de se retrouver seule qu'elle veut pas non plus confronter le fait qu'il se comporte mal avec elle, quoi. Ce qui est horrible, c'est qu'en fait, il veut pas bien se comporter avec elle, il veut se percevoir lui-même comme quelqu'un de bien. Et du coup, il agit d'une manière à ne pas ressentir de culpabilité, tout en ne pensant jamais à son bien-être à elle. Et donc, c'est ça qui est très, très évident dans leur dynamique et qui le rend d'autant plus insupportable parce que tu sens qu'il est en train d'apaiser ses propres anxiétés à lui au lieu de se préoccuper des siennes à elle, quoi. En fait, je pense que même sans avoir été avec un mec spécifiquement comme lui, c'est insupportable de le voir à l'écran et c'est surtout insupportable quand tu vois un tel déséquilibre et quand tu vois ce qu'elle est en train de vivre et que lui est pas du tout à la hauteur, quoi. J'ai noté du coup, parce que je m'étais dit qu'on pouvait le décrire en quelques mots, j'ai noté que c'était un appel à la haine humain. Et aussi la raison pour laquelle je suis célibataire. Ouais. Franchement... Non, mais c'est vrai. C'est pire qu'un connard, en fait. C'est-à-dire qu'un connard, c'est ce que tu disais. Au moins, tu sais à quoi t'en tenir. Puis au moins, ils sont excitants. Oui, quoi. voilà. Là, c'est vraiment le mec qui pense être gentil, mais qui en a rien à foutre. Donc, c'est vraiment horrible. Et qui, en plus, a la supériorité morale, du coup, de se dire qu'il est sympa. Et puis, il y a ses potes aussi qui sont tout aussi affreux. Souvent,
On dit qu'il faut regarder les amis de quelqu'un pour le comprendre. Et là, vraiment, c'est le cas. C'est-à-dire qu'il y en a un qui s'appelle Marc, qui est une merde humaine. Alors lui, pour le coup, c'est un connard, mais pas excitant, mais un vrai connard, quoi. Qui est joué par Will Poulter, qui a vraiment une tête de connard, Ouais. puisqu'il a quand même aussi été embauché pour jouer le flic raciste dans Détroit de Catherine Bigelow. Donc, clairement, il a un peu la tête de l'emploi. On dirait la version humaine du gamin dans Toy Story. Ah, mais t'as pas vu Toy Story? Oui, mais je vois à quoi il ressemble. Ouais, genre le gamin qui torture ses jouets, quoi. Bah, c'est Will Poulter. Voilà. Et il y en a un autre qui est joué par William Jackson Harper, qui jouait Chidi dans The Good Place. Un homme qui n'est pas du tout médiocre, pour le coup. Voilà, mais du coup, très bon casting aussi, puisque lui, il a un peu le beau rôle dans le groupe, c'est-à-dire qu'il est un petit peu plus fin, un petit peu plus intelligent, mais en même temps, il y a une certaine médiocrité aussi dans sa gentillesse qui va se révéler un peu au fil du film. Oui, parce qu'au final, c'est le plus décent de tous. Non, c'est pas le plus décent. Pelleux, c'est le plus décent, mais c'est le plus... Le mec qui les embrigade dans pour les tuer. Voilà. Oui. C'est le plus sympa. Mais le personnage joué par William Jackson Harper, en fait, il est médiocre. Il prend jamais la défense de Danny. En même temps, il l'attaque jamais non plus, mais on sent il est juste dans le mouvement et c'est pas un hasard s'il est ami avec ces mecs aussi, quoi. On va écouter certaines de tes réactions très tôt dans le film, où déjà la misandrie commençait à bouillir en toi. C'est triggering, hein, ça t'appelle. who actually likes sex and doesn't drag you Oh. over you knows everything. Do you think that there is a masochist? She's abusing you? Non, mais quel bande de connards. Okay, excuse me, guys. C'est bien parce que tous les extraits, tu vas voir, c'est moi qui ai fait Je suis complètement d'accord avec tout ce que tu dis. Je valide. Non, mais c'est horrible en plus parce que vraiment, les gens qui vont écouter cet épisode vont vraiment penser qu'on est des misandres horribles qui détestent les hommes. Ça n'est pas du tout le cas, honnêtement, vraiment pas. Je pense qu'on est très nuancés et... Anaïs. Oui. Non, mais vraiment. Mais ce film, il appuie sur tous les bons boutons. C'est-à-dire qu'il est très, très bon pour déclencher des réactions épidermiques chez son audience et en particulier, je pense, chez toutes les femmes hétéros ou bi qui ont eu affaire à un moment ou à un autre à ce type de mec. Et ça veut pas dire que tous les mecs sont comme ça, évidemment non. Mais à un moment ou un autre dans ta vie, si t'as connu plusieurs hommes, tu vas en connaître un qui est comme ça, quoi. Un ou plusieurs, quoi, même sans être en couple avec eux ou des choses comme ça. Mais ces dynamiques masculines, toxiques, on les a toutes vécues à un moment ou à un autre. Et en fait, le film les décrit très, très, très bien. Et du coup, crée des réactions épidermiques très fortes. Juste après le coup de fil entre Danny et Christian qui ouvre le film, on découvre ce qui s'est passé. Et c'est là la séquence d'ouverture dont je parlais qui m'a vraiment coupé le souffle la première fois que je l'ai découverte au cinéma, puisque on découvre que la sœur de Danny s'est effectivement donné la mort et a tué ses parents, en les asphyxiant en fait avec le pot d'échappement de la voiture. C'est assez graphique. On voit les pompiers qui arrivent dans la maison de nuit. On découvre d'abord les cadavres des deux parents et ensuite on voit le cadavre de la sœur avec un tuyau qu'elle s'est carrément scotché dans la bouche. Vraiment, l'image m'est restée, encore aujourd'hui, je la trouve hyper violente et juste derrière elle, il y a l'ordinateur qu'elle a utilisé pour envoyer des mails à Danny. Qu'est-ce que tu as pensé de cette ouverture ? C'est très efficace. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est le seul moment sombre, même visuellement, de tout le film. C'est-à-dire qu'on a le début jusqu'au moment où ils arrivent en Suède. C'est beaucoup plus proche au niveau de l'esthétique, de Hérédité, justement, que du reste de Midsommar. Donc, les tons sont très, très sombres et l'entrée en matière est très sombre et très efficace. Pour moi, c'est le moment le plus glaçant de tout le film et même plus glaçant que tout ce qu'il y a dans Hérédité parce que c'est aussi le plus réaliste. C'est-à-dire que c'est vraiment le genre de mort sur lesquels on a lu dans la presse ou des choses comme ça. On sait que c'est possible, c'est lié à quelque chose de santé mentale. Il n'y a pas de surnaturel du tout. Et puis voir Danny qui perd tout d'un coup, et en plus à cause de sa sœur et alors qu'elle avait eu une alerte, c'est vraiment tragique, quoi. Je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. C'est pour ça que Midsommar est mon préféré d'Ari Aster. Pour moi, cette séquence d'ouverture, c'est le pire cauchemar que je puisse imaginer, en fait. Et c'est ça que j'ai trouvé très, très fort la première fois que je l'ai vu, c'est que justement, après avoir vu des milliards de films d'horreur qui vont envisager tous les scénarios possibles de monstres, de tortures, etc., voir cette scène-là représentée comme ça, c'est plus en accord avec des cauchemars que j'ai pu faire dans toute ma vie que plein d'autres scénarios beaucoup plus farfelus. Et le film offre une catharsis et une résolution, je trouve, tellement belle par rapport à cette entrée en matière très très violente que ouais, j'étais juste estomaquée de voir ça.
Juste après, on a une petite ellipse de quelques 6 mois. mois, je crois. Ouais, de quelques mois, jusqu'au moment où Dany découvre que Christian et ses potes ont prévu de partir pendant l'été en Suède. Christian n'avait pas prévenu Dany. Et il décide de l'inviter en précisant bien à ses potes dans son dos qu'il l'a invitée en espérant qu'elle dirait non, mais juste pour être poli. Sauf que Dany dit « bah oui, ça me fera peut-être du bien, ça va me changer les idées ». Et donc, tout ce groupe se retrouve embarqué en Suède, chez donc la famille et la communauté de Pelle, leurs potes suédois. Voilà. Et ça va progressivement devenir de plus en plus bizarre, puisque en quelques mots, ils vont se rendre compte qu'ils sont dans une communauté qui sacrifie des gens de manière périodique. Donc au cours de ce festival qui a lieu tous les 90 ans, ils butent un certain nombre de personnes. 9, pour être exact. Et on va aussi découvrir que la majorité des personnages du film des Américains sont pris pour cible de manière différente dans le film par les Suédois, notamment en leur servant des potions agrémentées de poils pubiens et de sang de règle. C'est et des aussi, potions magiques d'amour. Exactement. Et aussi en leur faisant boire un liquide qui est sans doute drogué. Ils sont drogués à de multiples reprises pendant le film, parfois volontairement, mais souvent pas volontairement. Et ce qui était très cool, c'est que tu as vraiment été très fan de l'univers de la communauté Arga. Tu as trouvé que c'était trop chouette. J'adore. Et une vache. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Pelle, tu nous ramènes des sacrifices humains? Merci. Oh, ok. Oh. Ok. Oh, ok. Pour préciser, dans cet extrait, on t'entend réagir à des dessins qui, justement, donnent la recette pour la potion d'amour. Donc, on voit une femme se couper les poils pubiens. Voilà. Et après, du sang de règle qui coule. C'est très sympa. C'est très joli. Oui. Il y a le sang de sa règle dedans ou quoi? C'est ça? C'est génial! Qu'est-ce qui te plaît dans cette communauté? Je pense que c'est devenu un trope un peu facile maintenant ces dernières années sur le côté sorcière, féminisme, tout ça. Mais c'est vrai que ça fonctionne toujours bien quand même. Et là, surtout parce que c'est fait de façon assez implacable et pertinente. Mais évidemment, déjà, esthétiquement, Midsommar, c'est une fête qui est très très belle, où d'habitude on ne tue pas des gens. Enfin, les Suédois sont assez accueillants en général. L'esthétique suédoise du festival est très belle. Il fait toujours jour, donc c'est assez magique. Et le côté, évidemment, les vieilles potions magiques, il y a toujours, moi ça m'a toujours plu les histoires de potions magiques et de sorcières, mais là en plus avec le sang des règles, il y a un côté subversif et punk qui est très jouissif dans le film, quoi. Pour moi, c'est une des meilleures illustrations de ce dont on parle depuis le début de la saison, sur le pouvoir de l'horreur pour parler de thèmes féminins, sachant qu'au cinéma, les femmes ont souvent été mal représentées ou sous-représentées. Le corps féminin est souvent utilisé dans l'horreur pour faire peur. Et là, c'est fait de manière très maligne. C'est fait de manière un petit peu dégoûtante et dérangeante. Mais sauf que nous, on est du côté des femmes quand on voit le film. Et tout le public est placé du côté des femmes. Donc, c'est assez jouissif. Ouais. Ce que j'aime énormément dans le film, c'est qu'il brasse beaucoup de thèmes. Le premier, on en a déjà un petit peu parlé, c'est les relations toxiques. C'est vraiment le truc le plus évident quand on voit le film la première fois. On arrive en pensant que les Suédois sont un peu la menace, les méchants, et en fait, on se rend compte aussi progressivement que le plus gros méchant du film, c'est Christian. C'est le copain un peu médiocre qui traite très mal Dany tout en se faisant passer pour un nice guy. C'est marrant parce que je lisais un article de The Ringer sur le film où il se demandait si c'était vraiment une réussite parce qu'il pensait que le film va tellement loin dans la vengeance contre Christian que l'article se demandait si on finissait pas par prendre son parti, en fait, et par se dire le pauvre. Et à aucun moment, en fait. Je veux juste préciser ça. Évidemment, si ça se passait vraiment dans la réalité, il n'a pas mérité ça, le pauvre. Mais c'est très, très satisfaisant de le voir à l'écran et de voir Dany un peu vengée et surtout libérée, en fait, de ce poids que ce mec représente. Ouais, c'est ça. Et puis, dans le genre de l'horreur, on voit beaucoup de personnes souffrir et c'est souvent des femmes, alors qu'elles l'ont pas mérité. Et là, qu'ils le méritent ou pas, en fait, c'est juste le principe aussi de ce genre totalement. de film. Et je trouve que non, au contraire, comme tu le dis, le personnage est très bien établi pour qu'on ait envie de le voir mourir et on va t'entendre. C'est un peu ce que tu as souhaité pendant tout le film, c'était de le voir lui et ses potes mourir. Ah putain, mais c'est le mec le plus lâche de l'histoire, en fait. Le pauvre. J'avais vraiment le pire mec, quoi. Ah, mais tuez-le!
C'est triggering ce film, c'est génial. Ah, j'ai trop hâte qu'elle le tue. Elle va le tuer. Ça va pas être elle la victime. Mais c'est lui qu'il faut pousser de la falaise. Mais vraiment, il sert à rien ce mec. Je le déteste, mais tellement. Mais vraiment, je le déteste tellement. J'ai envie de le taper. Ah, mais quand est-ce qu'il meurt, lui? Il faudra attendre la toute fin, mais il va enfin mourir. Oui. Est-ce que tu penses que c'est un film misandre ? Je pense que c'est un film qui déclenche une certaine forme de misandrie chez les spectateurs ou spectatrices. Je pense surtout chez les spectatrices, j'imagine. Je pense pas que ce soit un film misandre. Je pense que c'est un film totalement objectif sur la nature des hommes. Exactement. Je pense que c'est un film qui, évidemment, critique la masculinité toxique, mais en même temps, il y a d'autres formes de masculinité dans le film qui ne sont pas toxiques. Elles sont sectaires, certes. Marie, on sent qu'elle veut vraiment pécho Pelleux. Mais pas toxiques. Mais Pelleux, c'est une présence, évidemment, c'est lui qui les emmène se faire trucider, mais c'est une présence qui n'est pas toxique. Non, mais c'est une présence qui est bienveillante envers Dany. Ça, c'est vrai. Oui. Non, mais je veux pas choper Pelleux, mais c'est juste que dans le film, justement, il est dépeint comme quelqu'un de bienveillant envers elle et comme un allié, quoi. Je lisais une interview d'Ari Aster sur la naissance du film. En fait, c'était un studio de production suédois qui l'avait approché pour faire un film d'horreur sur des Américains qui viennent à un festival de Midsommar et qui se font trucider. Et lui s'est un peu approprié le projet. Il était en pleine rupture et il s'est demandé comment est-ce que je peux transformer ça en un film sur une rupture, quoi, sur la rupture. On peut dire que le film est misandre, mais c'est aussi un film sur une fin de relation, une relation toxique, et ça aurait très bien pu être dans l'autre sens, mais ça aurait été très déplaisant et misogyne et difficile à regarder, tandis que là, c'est beaucoup plus subversif. En retournant la situation, il a choisi de faire quelque chose sur sa rupture, mais en même temps de se projeter dans une femme. Et je trouve que du coup, la situation est beaucoup plus intéressante. Et évidemment, ça peut tomber un peu dans la misandrie, mais en fait, c'est toujours l'argument qu'on a. C'est comme quand on objectifie des hommes. Certes, l'objectification, c'est jamais génial, mais c'est pas la même chose d'objectifier un homme que d'objectifier une femme. Comme je le dis souvent, quand on le fait avec les femmes, c'est sexiste. Quand on le fait avec les hommes, c'est féministe. Voilà, non, mais c'est vrai. Enfin, je pense que ça déplaît à plein de gens d'entendre ça, mais ça ne charrie pas du tout les mêmes choses au niveau... En fait, il n'y a pas une histoire d'oppression envers les hommes, une histoire d'oppression sexiste et sexuelle envers les hommes qui dure depuis des centaines d'années. Les corps des hommes n'ont pas été objectifiés pendant des centaines d'années et n'ont pas été utilisés contre eux par le sexe opposé. Donc, quand on objectifie un homme, ça ne charrie pas du tout les mêmes choses. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que transformer ces hommes en antagonistes et en faire des antagonistes en raison de leur masculinité toxique, évidemment qu'il y a quelque chose qui nous dégoûte et qui transforme un peu la masculinité en un ennemi dans ce film. Est-ce que c'est misandre ? Je pense que ça fait appel à une forme de misandrie, mais je pense pas que ce soit un problème. Tu penses que c'est misandre, toi ? La manière dont Christian se comporte avec Dany dans le film est quand même beaucoup plus proche, je pense, d'une réalité sociologique que l'inverse dans les couples, même si la toxicité existe évidemment des deux côtés. Et je pense que c'est statistiquement beaucoup plus difficile à prouver, par exemple, que le nombre d'agressions sexuelles ou quelque chose comme ça. Mais il y a une dynamique genrée très spécifique dans le film. Et je pense que c'est ça qui est vraiment remarquable, c'est qu'il a très bien observé la manière dont beaucoup de femmes vont s'effacer dans un couple et accepter vraiment des miettes de relations avec quelqu'un qui ne les mérite pas, quoi. Et ça, je trouve que c'est très, très juste. Et donc, effectivement, je trouve que c'est remarquable que quelqu'un comme Ari Aster ait pu se plonger dans une représentation comme celle-ci. Mais je le vois plus comme un film sur l'émancipation féminine et comme un film queer, on y reviendra, que un film qui est anti-homme, par exemple. Oui, c'est ça. Ouais, Ari Aster a peut-être une conception des hommes et de lui-même qui est intéressante, mais je trouve que c'est justement, ça donne de très bons films. Et d'ailleurs, j'ai lu un truc une fois, quelqu'un qui faisait une blague en disant « Je suis tellement content que Ari Aster ne soit jamais allé voir de psy ». Et c'est vraiment ça. On est vraiment content qu'il expose tous ses problèmes dans des films. Oui, mais parce que tu sens qu'il, justement, il expose les défaillances des hommes et telles qu'il les voit, et c'est d'un point de vue masculin aussi. Donc, c'est ça que je trouve très intéressant, quoi. Il y a une autre thématique que je trouve très intéressante dans le film, c'est la manière dont on a tendance à exotiser les autres cultures en tant que touriste et à se montrer très irrespectueux des cultures qu'on découvre que pour quelques semaines ou quelques jours.
on le voit avec tous ces personnages qui se comportent hyper mal dès le départ, de manière très différente. Il y en a pour lesquels c'est un petit peu plus voilé. Par exemple, le personnage de William Jackson Harper, ou Chidi, on va l'appeler, veut faire sa thèse sur la communauté Arga. Il voit vraiment du coup ce voyage comme un voyage anthropologique où il observe ces personnes qui sont juste des êtres humains comme s'il était au zoo. Et il ne respecte pas du tout les règles qu'on lui impose pourtant clairement. On lui demande de ne pas prendre certaines choses en photo, il les prend en photo. Et il voit tout à travers ce prisme-là au lieu d'essayer de créer une vraie connexion et d'avoir une vraie compréhension de la communauté qu'il a en face de lui. Il voit vraiment ça juste comme un sujet de thèse. C'est ce que Christian fait aussi d'ailleurs plus tard. Et ils se disputent les deux pour savoir qui va avoir les meilleures interviews pendant le voyage. Et puis bon, après, on a le personnage de Marc qui lui va carrément pisser sur l'arbre des ancêtres et qui objectifie de manière dégueulasse toutes les femmes de la communauté, y compris les très jeunes, en disant je vais les mettre enceintes, je vais les engrosser, etc. Ce qui est très jouissif, c'est que ça se retourne contre eux de manière assez maligne. Et d'ailleurs, elles se font engrosser, mais elles choisissent de les utiliser pour se faire engrosser. Donc c'est assez malin. Est-ce que tu trouves, toi, que les personnages sont irrespectueux ? Oui et non. C'est-à-dire que oui, évidemment, quand Josh va prendre en photo, le personnage joué par William Jackson Harper va prendre en photo le livre sacré de la communauté, c'est très irrespectueux. Quand l'autre con pisse sur l'arbre, c'est très irrespectueux aussi. Après, quand les deux touristes londoniens sont choqués par des vieux qui se jettent d'une falaise, pour moi, là, on est plus dans un choc qui est normal. Mais d'un autre côté, il y a quand même un commentaire sur la manière qu'on a de piller un petit peu les cultures étrangères quand on est touriste et de se les approprier de manière totalement irrespectueuse et sans jamais chercher à comprendre vraiment ce qui se passe derrière ou accepter qu'il y a des vraies personnes qui se cachent derrière cette culture-là. Ce qu'il faut préciser avec cet aspect du film que je trouve très intéressant, c'est que ça fait appel à tout un sous-genre du cinéma d'horreur qui est le folk horror, l'horreur folklorique, dont la référence la plus connue, que tu connais sans doute aussi, c'est The Wicker Man. Non. C'est un film qui est sorti en 1974, mais qui a eu un remake récent avec Nicolas Cage. Tu as déjà dû voir des images de lui où il a des abeilles. Il dit non, pas les abeilles, pas les abeilles. Et donc, c'est l'histoire d'un détective qui enquête sur la disparition d'une jeune femme qui arrive sur une île qui a plein de coutumes païennes. Et à la fin, il se rend compte, spoiler, qu'il a été piégé par toute cette communauté et ils le font brûler au centre d'une grande figure de paille. Midsommar s'inspire très clairement de The Wicker Man. Et en fait, il y en a plein d'autres de films d'horreur qui jouent sur ce cliché de une personne innocente qui arrive dans une communauté étrangère et qui se fait torturer ou tuer par cette communauté étrangère. En fait, ça joue sur la peur de l'étranger, très clairement. Il y a un film qui s'appelle Cannibal Holocaust, qui est aussi un grand classique de 1980, où là, c'est le premier... Le premier found footage. Ouais, tout à fait. Je me souviens de ce que tu dis. Ouais, un des premiers, en tout cas, found footage et un des plus importants dans la pop culture, où c'est un groupe de documentaristes qui se rendent en Amazonie pour filmer une tribu qui semble être cannibale. Plus récemment, on a eu Hostel aussi, qui l'a filmé des touristes américains exécrables qui se rendent en Europe dans des auberges de jeunesse et qui se font torturer. Souvent, dans ces films, il y a quand même un commentaire aussi sur le fait que le méchant n'est pas celui qu'on croit, c'est-à-dire que les touristes se comportent aussi de manière très irrespectueuse. Et donc, on est un petit peu content quand on les voit se faire dépecer ou découper à la fin. Mais il y a un commentaire aussi sur l'impérialisme américain, je pense. Enfin, sur la perception, souvent même c'est fait par des Américains eux-mêmes, mais la façon dont ils se comportent à l'étranger, dont ils s'approprient certaines cultures, ou en tout cas dont ils projettent des clichés qu'ils ont sur certaines cultures. Il faudrait faire un Emily in Paris version horreur. Grave. Ça s'appelle Hostel. Dans Hostel, par exemple, il y a un truc, il y a énormément de nudité et ils objectifient totalement toutes les femmes qui croisent en Europe. Et le film les objectifie aussi et c'est renversé de manière assez intéressante. Mais pour moi, ça arrive un petit peu trop tard dans le film. Mais c'est ça que je trouve très malin avec Midsommar, que j'ai trouvé brillant la première fois que je l'ai vu, c'est que quand on arrive avec ce genre de film, on sait exactement ce qu'on va y trouver avec du folk horror, c'est-à-dire que la communauté dans laquelle on se rend est une communauté qui est en fait nocive, malveillante, et c'est eux qui sont les méchants de l'histoire. Et ce qu'on réalise à la fin de Midsommar, c'est que c'est plutôt les gentils en fait, qu'on les aime bien, on aime bien cette communauté. Et il a dit d'ailleurs à Ari Aster qu'il avait joué là-dessus en disant ça va exactement là où on s'attend que ça aille. Mais ce qui est intéressant, la surprise, c'est comment on se sent quand ça va là où ça va. Et pour moi, ça c'est vraiment très réussi puisque on se rend compte qu'on est totalement du côté de Dany et des Suédois et qu'on est très content que les touristes se fassent massacrer.
Un autre thème que je trouve très beau, c'est la manière dont le film traite la mort et l'acceptation de la mort. Puisqu'on commence avec le pire truc possible, c'est-à-dire toute une famille qui est décimée dans un meurtre-suicide. Et en fait, on arrive dans cette communauté qui voit la mort comme quelque chose de non seulement parfaitement naturel, mais même qui voit comme naturel le fait de provoquer la mort de manière prématurée et qui voit le suicide comme une étape parfaitement normale de la vie. Ce qui est intéressant, c'est que c'est carrément ritualisé, en fait, la mort dans leur culture. Ils ont des saisons, c'est-à-dire que de 0 à 18 ans, c'est le printemps, de 18 à 30 ou un truc comme ça, ou 36, je crois, c'est l'été. Et donc, en plus, on est à Midsommar. Donc, les personnages sont dans leur été aussi. Ils ont tous cet âge-là. Ensuite, il y a l'automne et de, je crois, 59 à 72 ans ou quelque chose comme ça. Jusqu'à 72 ans, c'est l'âge clé. C'est l'hiver. Et à 72 ans, quand il demande à Pelle ce qui se passe à 72 ans, il les regarde, il fait quick, enfin, on les tue, quoi. Et ils pensent tous que c'est une blague. Et ils se rendent compte très, très vite, dès le lendemain, que ça ne l'est pas, puisqu'il y a un rituel où, en fait, les gens qui viennent de passer le cap des 72 ans de la communauté, il y en a 2 cette année-là, et ben, ils vont sauter d'une falaise devant toute la communauté. Voilà. Et quand ils meurent pas, ils sont achevés avec un marteau, quand même. Voilà, c'est ça. C'est une des scènes que j'anticipais le plus dans notre visionnage, puisque c'est une des scènes les plus horrifiques aussi. Enfin, c'est la scène de gore du film. Et pour le coup, c'est du bon gore. Enfin, il y a d'autres moments assez graphiques, mais là, c'est vrai qu'on les voit se faire éclater la tronche. On va entendre tes réactions d'abord quand le vieil homme se jette de la falaise et s'écrabouille sur le sol. Et ensuite, quand on se rend compte qu'il n'est pas mort et que donc il faut venir l'achever. Et où toute la communauté se met à hurler à l'unisson en attendant qu'il soit effectivement mort. Oh non! Oh non! Oh non! Ils vont emmener la massue et ils vont lui exploser la tête. Ah, super les vacances en Suède. C'est vraiment ça qui est fou avec ce film, qui est encore une fois l'antithèse d'Hérédité, puisque dans Hérédité, ce que je trouve très fort, c'est que ça va pas du tout là où on pensait que le film allait aller. Et là, on voit tout ce qui va venir, mais la manière dont c'est fait que c'est encore plus jouissif de savoir que ça va venir, justement, puisqu'on peut apprécier. C'est comme les spoilers. Exactement. On peut apprécier tout le déroulement du film et savourer un petit peu tous les moments de malaise et de tension qui se créent très très lentement. Non, mais ce qui est intéressant sur le rapport du film à la mort, c'est qu'évidemment, l'héroïne vient de vivre un deuil inimaginable et qu'elle arrive dans une communauté où la mort est très acceptée et où, au contraire, elle est vécue de façon communautaire. Depuis qu'elle a perdu ses parents, elle a plus de famille. Mais en plus, elle a eu à aucun moment un vrai soutien qui partageait son deuil. Et là, en fait, elle se retrouve dans une communauté où les émotions sont partagées et sont même extériorisées, on va en reparler, à plusieurs et de façon commune. Et donc, la façon dont la communauté approche la mort la choque elle-même, mais on sent aussi qu'il y a évidemment quelque chose de très cathartique dès le début, quoi. Et on comprend aussi dans cette scène où on voit les 2 doyens mourir, que après ce qu'elle a vécu, elle a l'estomac beaucoup plus solide que ses camarades. C'est la seule à ne pas détourner le regard pendant que cette scène se déroule. Et on commence à sentir effectivement un début de curiosité, un petit peu effrayée, mais aussi teintée de satisfaction quand même par rapport à ce qu'elle est en train de voir. Oui, ce qui est marrant, c'est que juste après, elle dit c'est vraiment la dernière chose dont j'ai besoin d'être ici en ce moment et tout ça, mais on n'a pas l'impression qu'elle y croit vraiment elle-même. Ses parents sont morts dans un meurtre-suicide, donc sa sœur s'est suicidée. Le fait de voir 2 personnes se suicider aussi, sous ses yeux, je pense qu'il y a une forme de fascination par rapport à ça et de terreur, mais en même temps, je pense vraiment qu'il y a quelque chose de libérateur en même temps, quoi. Et on en arrive à mon thème préféré, qui est celui de la famille. Bon, la famille, c'est un thème très important chez Ari Aster, mais là, ce que je trouve encore plus beau dans Midsommar, c'est que ça nous parle de famille choisie. Et la famille choisie, c'est un concept qui est très important dans la communauté LGBT pour des personnes qui vont parfois être rejetées par leur famille biologique pour leur orientation sexuelle ou leur identité de genre et qui vont se créer une deuxième famille avec leur communauté qui les accepte et qui vont en adopter les codes progressivement. Et c'est exactement ce qui se passe dans Midsommar. Donc
c'est quelque chose qui a été étudié. Il y a pas mal de textes qui ont été écrits dessus sur le sous-texte queer de Midsommar. D'autant plus quand on prend en compte le fait qu'elle est en couple avec un mec horrible et que le couple hétérosexuel ne survit pas non plus au film. Et c'est ça que je trouve très beau aussi, c'est-à-dire que la manière dont elle voit justement cette première scène horrible avec les deux qui se suicident peut évoquer aussi la crainte mêlée d'excitation qu'on peut ressentir quand on commence à tremper un orteil dans la communauté LGBT, mais en ayant quand même très peur d'appartenir à cette communauté parce qu'on a internalisé toute notre vie le fait que c'était bizarre ou marginal. Et Dani, en fait, elle arrive dans cette communauté. C'est la seule qui est traitée comme tout de suite un membre de la famille. D'ailleurs, ils lui disent « Welcome home », bienvenue chez toi, quand elle arrive. Alors que tous les autres sont traités comme des touristes. Et il faut tout le film pour qu'elle arrive à comprendre qu'effectivement, elle leur appartient, qu'elle est en communauté avec eux. Et d'ailleurs, elle va adopter leurs rituels, elle va porter leurs vêtements. C'est la seule à le faire. Et donc ça, je trouve que c'est très, très beau. Parce que justement, on a la famille biologique au début qui meurt, mais elle se trouve une seconde famille après celle qu'elle a perdue à la fin du film. Oui, et d'ailleurs, Pelle lui raconte que ses parents sont morts dans un incendie. Peut-être qu'ils ont été brûlés par leur communauté. Ouais, c'est ça. Et parce qu'ils ont l'habitude de faire ça. Voilà, et que du coup, il a été adopté après par le reste de la communauté. Il sous-entend qu'elle va trouver ça aussi là-dedans, et c'est ce qui se passe totalement. J'ai vu une vidéo YouTube où il parlait du film et il soulignait un truc qui est intéressant et qui est totalement vrai, sur le fait que sur toute la première moitié, elle est habillée dans des vêtements qui ne lui vont pas du tout, qui sont tout le temps très baggy, avec des survêtements très larges, des t-shirts très larges. Et le premier vêtement qui lui va comme un gant, c'est la robe suédoise de Midsommar, la robe de la communauté. Donc on sent qu'elle a une appartenance très claire. D'ailleurs, c'est la seule aussi à pas avoir une attitude qui fétichise ou qui antagonise la communauté et qui a une curiosité naturelle et facile et qui est tout de suite acceptée, quoi. Il y a aussi ce petit easter egg au tout début du film. Quand on est dans la chambre des parents qui viennent d'être retrouvés morts, il y a une photo de Dani sur leur table de chevet et autour de la photo, il y a des fleurs qui ressemblent exactement aux fleurs qu'elle va ensuite porter à la fin du film. Donc il y a déjà cette idée que sa vraie appartenance est avec la communauté Arga. Ce que je trouve magnifique, c'est ma scène préférée de tout le film, c'est le moment où elle vient de voir un truc assez choquant et elle se met à pleurer. Et en fait, toutes les femmes de la communauté l'entourent et se mettent à pleurer en unisson avec elle et reproduire exactement ces cris et ces gémissements de douleur. Les gémissements de douleur chez les femmes, c'est un truc que Ari Aster adore. On l'avait vu aussi dans Hérédité. Mais là, cette scène, je la trouve vraiment bouleversante. Je sais pas ce que t'en as pensé parce que quand on l'a vue, t'as pas réagi. Je pense que c'est ma scène préférée aussi du film et je l'ai revue en préparant le podcast et j'ai même été un peu émue aux larmes parce que je la trouve vraiment très très belle. Et pour le coup, on utilise peut-être beaucoup le terme cathartique, mais là, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment, elle est en train d'expulser toute sa douleur et c'est rare quand tu traverses quelque chose de très très difficile de trouver en face de toi quelqu'un qui te comprend totalement. C'est même quasi impossible. Souvent, quand on traverse un deuil, on a l'impression d'être incompris par tout le monde, même les gens qui te disent « j'ai vécu pareil » ou des choses comme ça, c'est très difficile de le supporter. Et là, en fait, elle a vraiment des gens qui se calent à son rythme, qui absorbent sa douleur et qui l'expulsent avec elle. Et du coup, il y a quelque chose d'extrêmement satisfaisant et de très, très beau dans la scène. Et pour moi, oui, c'est la scène la plus marquante. C'est le pouvoir du coven, comment dire. Ouais, c'est ça, c'est la sororité, quoi. J'ai rarement vu le concept dans sa plus grande pureté aussi bien exprimé à l'écran. D'ailleurs, juste avant ce moment, l'acceptation de Dani dans la communauté commence à se produire quand elle participe à un des jeux des festivités, qui est une danse au cours de laquelle on va élire la future reine de mai, May Queen, à qui on remettra la couronne, etc., la couronne de fleurs. Donc en fait, elles doivent danser en cercle. C'est inspiré des vraies traditions de Midsommar. Celle qui reste à la fin sera élue May Queen. Et donc il y a cette scène où elle est habillée en tenue traditionnelle et elle se met à danser et on va entendre ta réaction qui était très très drôle. C'est bien, amuse-toi bien avec tes girls. Tout ça, ça se produit quand même assez proche de la fin du film. Est-ce que tu veux raconter ce qui se passe à la fin ? Ils doivent faire un rituel où ils rassemblent 9 personnes mortes ou vivantes dans un temple en forme de triangle, voilà. Et en fait, dans les 9, il y a donc les 4 qui ont déjà été tués, les 2 amis de Christian,
Josh et Mark, et le couple de Londoniens. Ils ont été dépecés et tout. Mark, on lui a carrément dépecé le corps et il a été fourré avec de la paille. Enfin, c'est vraiment... à un moment, son masque est porté par un autre mec, quand même. C'est assez incroyable. Et en fait, ces corps sont mis là. En plus, il y en a 4 de la communauté qui se sacrifient, à qui on donne un breuvage pour que ce soit pas douloureux, alors que on se rend compte que le breuvage, il marche pas trop, quoi. Et là, pour la 9e personne, en fait, c'est à Dany, parce que c'est la reine de May, la May Queen. C'est à elle de choisir la dernière personne. Et donc, il y a une personne de la communauté qui est tirée au sort, ou ça peut être Christian. Christian qui a été drogué, qui est dans un fauteuil roulant avec le regard hagard. Et là, on comprend que Dany va choisir Christian. En tout cas, c'est ce que tu espérais de tout ton cœur et de toute ton âme. J'espère qu'elle va choisir de tuer son mec. Et effectivement, ce qui se passe à la fin, c'est que Dany choisit de tuer son mec. Et donc, le dernier sacrifice est placé dans la carcasse d'un ours qu'on a vu depuis le début du film. Donc, son mec est placé dans la carcasse d'un ours. D'ailleurs, il y avait un tableau qui représente un ours et une petite fille au tout début dans la chambre de Dany avant qu'ils arrivent en Suède. Donc, c'est un peu comme dans Hérédité, il y a plein d'indices qui sont semés dès le début dans le film. Et donc là, ils ont vidé cet ours pour y placer Christian. Et on voit Christian brûler, qui a donc cette tête un peu de bonnet pendant qu'il est en train de brûler. Ça t'a beaucoup fait rire. C'est horrible. C'est horrible. On entend mieux pour sa gueule, mais c'est horrible. Ce qui est génial, c'est vraiment le dernier plan. En fait, Dany qui voit la maison brûler commence à pleurer, elle se traîne de tous les côtés, tout ça. Et puis d'un coup, elle s'arrête, elle regarde la maison qui est en train de brûler, enfin le temple qui est en train de brûler. Et d'un coup, elle se met à sourire. Et c'est le dernier plan du film et c'est magnifique. Est-ce que tu considères ça comme une fin heureuse ? Bah, pour Dany, oui. Pour le reste, non. Non, mais même pour Dany, après, je me demande... c'est marrant, je voyais dans les commentaires YouTube des gens qui disaient ce qui est fou, c'est que des gens pensent que c'est une fin heureuse pour Dany. Ah si, désolé, c'est une fin heureuse pour Dany. Elle a fait son deuil, elle s'est débarrassée de son abruti de mec. Mais après, bon, une fois qu'elle va être sobre et ne plus être sous l'effet des différentes drogues qu'on lui a fournies, peut-être qu'elle se sentira moins bien. Mais moi, je pense qu'elle va rester high toute sa vie dans cette communauté qui va l'accepter parce qu'il n'y a plus rien qui la retient aux États-Unis, donc autant rester en Suède avec eux. Même sans imaginer ce qui va se passer après, tu peux avoir une interprétation très littérale du truc en te disant bon bah elle est dans une communauté qui tue des gens, donc forcément c'est pas fun et c'est pas chouette et c'est pas une bonne fin. Et clairement elle a l'air un peu dérangée quand on la voit dans le dernier plan. Elle est pâle, enfin on voit qu'elle est droguée, elle est épuisée par le voyage. Donc il y a une ambivalence même dans le plan final où elle est à la fois en larmes et en train de sourire. Mais moi c'est ça que j'aime bien justement, c'est que comme dans Hérédité, qui se termine sur quelque chose d'assez horrible, mais qui est une vision au final très apaisée de l'horreur, c'est-à-dire que l'horreur arrive comme un réconfort pour le personnage principal dans Hérédité comme dans Midsommar. Si on souscrit à l'interprétation queer déjà, et plus du coup d'un point de vue symbolique, ben pour moi, la fin, elle fonctionne très bien et elle est très heureuse. Et même si on voit ça comme Le Magicien d'Oz, où effectivement, on arrive dans cet univers qui est pas très réel, où on a même ce très fameux plan au début du film, quand ils arrivent en Suède, où la caméra se met à l'envers. Et donc, on a vraiment l'impression d'entrer dans un autre univers. Du coup, on n'est même pas obligé d'imaginer que c'est quelque chose de très réaliste, ce qu'on est en train de voir. C'est une allégorie, c'est un conte de fées. Donc en fait, le fait qu'elle appartienne à une secte ou à une communauté de gens qui tuent d'autres personnes, on n'est pas obligé, dans l'univers de ce film, de voir ça comme quelque chose de forcément maléfique. C'est marrant ce que tu dis sur la fin qui représente un apaisement, parce que Ari Aster, dans l'interview dans Vulture dont j'ai parlé tout à l'heure, il mentionnait le fait que l'horreur est une forme d'exorcisme des anxiétés. Et en fait, dans ces films, pour le coup, on le voit vraiment. C'est-à-dire que dans ces fins-là, on voit un peu le côté... l'espèce d'épuisement satisfaisant qu'on peut ressentir, par exemple, après un énorme moment de sanglot. Quand tu t'effondres en larmes et que tu pleures toutes les larmes de ton corps, et qu'après tu es épuisé, mais en même temps tu es vidé et ça va mieux, ben, c'est un peu ce qu'on voit à la fin dans cette image d'elle qui est satisfaite et qui sourit. On a l'impression qu'il y a un poids qui s'est levé, quoi. La catharsis fonctionne bien dans le sens où Ari Aster nous présente des scénarios absolument cauchemardesques qui font peur, je pense, à plein de monde, et notamment le fait de perdre sa famille et ou d'être responsable de la mort d'un proche. C'est le pire truc qu'on puisse imaginer, et ces deux films-là disent « ouais, et alors ?» Tu continues, en fait, après ce traumatisme-là.
Et c'est ça que je trouve très, très puissant. C'est-à-dire que, évidemment, je souhaite à personne que ça arrive et je le souhaite pas à moi non plus. Mais en voyant ce genre de film et en voyant ce genre de traumatisme, surtout au début des films, moi, à chaque fois, que ce soit pour la mort de la sœur dans Hérédité ou là, la mort de toute la famille dans Midsommar, je me dis, si quelque chose de similaire m'arrive, je sais pas comment je pourrais survivre à quelque chose comme ça. Et ce film montre comment ces personnages survivent à ça. Et alors, ils y survivent d'une manière qui est très tordue, mais aussi très belle. Non, Hérédité, pas trop. Mais Hérédité, il y a quand même ce plan final que je trouve très beau, avec une musique qui ressemble beaucoup aussi à la musique de fin dans Midsommar. Je parle encore une fois en termes de symbolique, mais il y a quelque chose d'apaisant dans ce dernier plan. Je comprends ce que tu veux dire sur le fait que c'est apaisant, et puis c'est un point apaisant même dans la façon dont c'est écrit, joué, filmé et tout. Mais j'ai pas eu le même ressenti. De toute façon, j'ai pas eu le même ressenti en regardant Hérédité que Midsommar. Mais Midsommar, il y a vraiment quelque chose... Ouais, il y a un poids qui se lève vraiment à la fin, qui est beaucoup plus palpable, je trouvais, et satisfaisant, quoi. Ah oui, non, mais complètement. Hein. Mais c'est vrai que dans les deux cas, c'est des personnages qui perdent absolument tout et qui finissent dans une position très poétique, ambivalente, chargée de violence, mais très belle aussi, et une position d'acceptation. Enfin, dans Hérédité, il est quand même possédé par un démon. Donc, il est moins dans l'acceptation. Mais oui, moi, je trouve que c'est deux faces de la même pièce, et j'ai été très sensible aux deux, mais je préfère Midsommar. Je trouve aussi que c'est un film qui est beaucoup plus abouti et qui est thématiquement beaucoup plus fort et beaucoup plus maîtrisé que Hérédité, où on sent qu'il y a des petites hésitations ou des choses qui fonctionnent moins, en fait, en termes de cohérence. Mais oui, pour moi, les deux fonctionnent très très bien. Et d'ailleurs, je sais pas ce que tu as pensé de la musique, mais je la trouve vraiment magnifique. J'adore écouter la bande-son de Midsommar. Vraiment, c'est la musique qu'il y a à la fin, elle me fout les frissons, quoi. Ouais, elle est très belle. Il y avait un article très marrant qui est sorti récemment, et je me souviens plus quels étaient les autres films mentionnés, mais du coup, il y avait Midsommar à l'intérieur, qui parlait de la tendance qui se démarque actuellement au cinéma et qui qualifiait de Good for Her Cinematic Universe, donc l'univers cinématographique de c'est cool pour elle. Et c'est vrai que pour elle, voilà, Midsommar, c'est totalement ça, et c'est d'ailleurs exactement ce que tu as dit quand elle crame son mec. Ah. Je suis contemporaine. T'as fait une remarque aussi qui était intéressante pendant le film, parce que Midsommar est très connu pour être, entre guillemets, un film d'horreur en plein jour. Et ça aussi, c'était quelque chose de très surprenant dans le film, même si c'est pas le premier à le faire. Et Wicker Man, c'est pareil, hein, ça se passe en plein jour aussi. Il y en a plein d'autres, notamment dans le folk horror. Mais t'as dit pendant le film que c'était une des raisons pour lesquelles ça te faisait pas très peur. Est-ce que tu penses quand même qu'on peut le compter comme un film d'horreur ou pas ? Parce que je trouve que c'est un des moins horrifiques que je t'ai montré. Mais... je pense que si on se base sur la définition que tu m'as donnée dans l'épisode de Carrie, oui, parce qu'il y a l'aspect surnaturel, il y a du gore et du body horror dedans. Il y a le subversif aussi, surtout. Oui, il y a beaucoup de subversifs. Donc oui, après, moi, ça m'a pas fait peur. Mais je sais qu'il y a plein de gens à qui ça fait peur. C'est-à-dire que j'ai lu en ligne des gens qui ne veulent pas le revoir, qui ont été très dérangés. Le podcast qu'on avait écouté, il avait été hyper dérangé par Hérédité et par Midsommar, et ça l'avait effrayé. Ça s'appelle Scaredy Cat, pour ceux qui veulent l'écouter. C'est un podcast américain. Mais oui, je pense qu'il y a des codes horrifiques dedans, très clairement. Oui, c'est ça. Il y a une horreur psychologique qui est évidente. Et d'ailleurs, dans la dynamique de couple, on peut retrouver quelque chose qu'on a aussi dans Shining, par exemple. Et on a certains codes de l'horreur, on a des apparitions à plusieurs reprises de la famille morte de Danny. On voit le reflet de sa sœur dans un miroir à un moment quand Danny est dans le noir, dans une cabane en Suède. Moi, c'est un moment qui m'a toujours plutôt effrayée. Il y a un moment aussi où elle fait un rêve alors qu'elle a pris des somnifères. Alors ça, vraiment, moi, c'est pour ça que j'en prends pas, parce que ça file des rêves vraiment chelous. Elle imagine une voiture qui s'éloigne, et à l'arrière de la voiture, on voit une tête un peu difforme. C'est une image qui est un petit peu flippante comme ça. Donc, il y a pas mal de moments qui correspondent au genre de l'horreur. Et puis, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais on voit le corps d'un des hommes, Simon, qui a été dépecé et qui a été suspendu dans le poulailler. On dirait qu'il est maintenu en vie, en fait, alors qu'il a été complètement déchiqueté. Ça fait pas du tout peur. Enfin, moi, ça m'a pas fait peur. Par contre, c'est dérangeant, c'est malaisant, c'est subversif. Et ça fait appel à certains codes esthétiques de l'horreur. Donc, pour moi, ça coche toutes les cases. Mais c'est vrai que ça fait pas partie des films d'horreur qui me font flipper. Non, c'est un horror movie, mais c'est pas un scary movie.
Toi, t'as célébré Midsommar quand t'étais en Suède? Non, j'ai pas célébré parce que Ouais. je suis partie juste avant. Je suis arrivée en août et je suis partie en juin. Parce que moi, oui. J'ai fait Midsommar avec des amis suédois et je dois avouer que moi, j'avais trouvé ça très déstabilisant, le fait qu'il fasse jour pendant quasiment 24 heures. C'est très compliqué de dormir aussi. Et donc ça, c'est une grande source d'angoisse pour moi. Mais je trouve que le film retranscrit tout ça très, très bien. En fait, même en sachant que c'est en plein jour, il y a une atmosphère nocturne de plein de manières. Et donc, c'est vrai que même dans des scènes qui sont en plein soleil, je ressens un petit malaise. Et il y a des scènes qui se passent dans la nuit suédoise. Donc, du coup, il fait jour, ou en tout cas, il y a de la lumière, mais on sait quand même que c'est la nuit. Et j'ai eu une observation que je dois qualifier de vraiment très pertinente et très intelligente. Donc, j'avais envie qu'on l'écoute. Au milieu de la nuit, il a beau faire jour, c'est quand même la nuit. Et la nuit, ça fait peur. Voilà. La nuit, ça fait peur. Ouais. Le flipomètre, Marie. Pour la première scène, je vais mettre un 4, Ouais. juste pour la première scène. Je suis d'accord. Mais après, si on fait le qualitomètre, c'est un 9 sur 10. Merci de nous avoir écoutés. Merci, Marie. Merci Anaïs. Si vous voulez voir ou revoir Midsommar, le film est disponible à la location sur toutes les plateformes habituelles. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Dans le prochain épisode, Marie va me faire découvrir La Garçonnière. Un film de Billy Wilder qui est disponible sur Canal et sur Prime. Si vous découvrez ou redécouvrez ces classiques du cinéma en même temps que nous, n'hésitez pas à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. On lit tous vos commentaires et on adore ça. Et si vous n'en avez pas marre de nos voix, n'oubliez pas de vous abonner à notre autre podcast, PIC TV, où on analyse l'actualité des séries. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire, ou vous pouvez nous hyper auprès de tous vos amis. Et si vous pouvez faire les deux, c'est encore mieux. Et on se quitte avec Marie qui adore imiter les Suédois psychopathes. Now, you all die. Amis est un podcast d'Anaïs Bordage et Marie Telling, produit par Slate Podcast. Direction éditoriale Christophe Caron. Production éditoriale, prise de son et réalisation Aurélie Rodriguez. Musique Victor Benamou.